Au cœur d'un hiver médiéval, alors que le givre dessinait des motifs complexes sur les fenêtres étroites et que des vents cinglants hurlaient dans les couloirs de pierre, la vie ne tenait qu'à un équilibre délicat entre le chaud et le froid. Imaginez une maisonnée du XVe siècle dans le nord de l'Europe, où les températures chutent bien en dessous de zéro et où le soleil peine à s'élever au-dessus de l'horizon pendant des mois. L'image romantique que nous avons de la vie médiévale, des gens blottis misérablement dans des châteaux glacials, enveloppés dans de fines capes, grelottant durant d'interminables nuits sombres, c'est si profondément ancré dans notre imaginaire que nous la remettons rarement en question. Pourtant, cette image est fondamentalement trompeuse. Les Européens du Moyen Âge n'étaient pas les victimes impuissantes de la fureur de l'hiver. À travers le continent, des rives de la Baltique à la côte méditerranéenne, des paysages volcaniques de l'Islande aux forêts d'Europe centrale, les gens ont développé un éventail étonnant de technologies de chauffage, dont beaucoup étaient si ingénieuses qu'elles égalaient, voire surpassaient, les normes d'efficacité modernes. Dans cette vidéo, vous découvrirez 20 méthodes de chauffage remarquables que les peuples médiévaux employaient pour survivre et même prospérer durant les mois les plus sombres de l'hiver. Nous voyagerons de la région de la Baltique, où des hippocaustes souterrains chauffaient de vastes salles avec une efficacité stupéfiante, aux chaumières irlandaises, où les feux de tourbe couvaient durant les nuits d'hiver. Vous apprendrez comment les Allemands ont perfectionné des poêles en faïence, capables de chauffer des maisons pendant une année entière avec le bois d'un seul arbre, et comment les Scandinaves utilisaient des toits de tourbe comme des couvertures naturelles. Nous explorerons comment les familles médiévales comptaient sur la chaleur communautaire, comment les nobles anglais ont transformé l'architecture des châteaux avec l'invention de la cheminée, et comment les paysans partageaient la chaleur corporelle avec le bétail. Vous découvrirez des lits clos qui créaient des microclimats chauds au sein de pièces froides et des murs entorchis dont les propriétés isolantes n'ont été égalées qu'en 1995. Certaines techniques atteignaient des taux d'efficacité rivalisant avec les systèmes de chauffage modernes, tandis que d'autres révèlent une compréhension sophistiquée de la thermodynamique que nous ne faisons que redécouvrir. Ce n'est pas un simple catalogue de technologies oubliées, c'est une fenêtre sur l'ingéniosité médiévale. Et, ce qui est peut-être le plus surprenant, une source de leçons pour notre propre époque soucieuse de l'énergie. La question au cœur de notre exploration est à la fois simple et profonde. Comment les peuples médiévaux parvenaient-ils réellement à se tenir au chaud? Derrière cette interrogation se cache une trame complexe d'ingénierie, d'architecture, d'organisation sociale et d'adaptation régionale. L'Europe médiévale n'était pas monolithique, mais une mosaïque de royaumes, de climats, de ressources et de traditions, chacun produisant ses propres solutions aux défis de l'hiver. Ce qui fonctionnait dans le sud tempéré de la France s'avérait inutile dans les rudes hivers baltes. Ce que la noblesse pouvait s'offrir restait hors de portée des paysans. Pourtant, à travers cette diversité, certains principes ont émergé, sur la masse thermique et l'isolation, sur la chaleur communautaire et le confort individuel, sur la manière de travailler avec les ressources disponibles plutôt que contre les contraintes naturelles. Certains systèmes de chauffage étaient si avancés que leur abandon ne représente pas un progrès, mais une perte. Alors que nous examinons chacune de ces 20 méthodes oubliées, préparez-vous à voir vos certitudes ébranlées. Il s'avère que le monde médiéval était bien plus chaud qu'on ne nous l'a fait croire. Notre voyage commence dans la région de la Baltique, où, au cours des XIVe et XVe siècles, une technologie de chauffage a émergé qui représente peut-être le summum de l'ingénierie thermique médiévale. L'hypocauste à accumulation de chaleur. À la fin du XVe siècle, on estime que 800 à 1000 de ces systèmes fonctionnaient dans le nord de l'Allemagne, en Pologne, dans les États baltes et dans le sud de la Scandinavie. Rien qu'à Tallinn, en Estonie, au moins 54 hypocaustes documentés étaient en service, ce qui en faisait des équipements standards plutôt que des luxes exceptionnels. Pour mettre cela en perspective, ces systèmes n'étaient pas de rares curiosités réservées à la noblesse. Ils apparaissaient dans les maisons de marchands, les salles de guildes et les bâtiments municipaux de toute la région. C'était une technologie qui s'était démocratisée, du moins parmi les classes moyennes urbaines et les riches. Pourtant, aujourd'hui, cette technologie remarquable a été presque entièrement oubliée. Ses principes perdus pendant des siècles, jusqu'à ce que de récentes recherches archéologiques commencent à reconstituer leur fonctionnement réel. Qu'est-ce qui rendait ces systèmes extraordinaires? L'hypocauste à accumulation de chaleur
fonctionnaient sur des principes de chauffage par convection et de masse thermique que les ingénieurs modernes ne font que redécouvrir. Imaginez une chambre souterraine, mesurant généralement 1 à 2 mètres de long, un peu plus d'1 mètre de large et 50 à 60 centimètres de haut dans les maisons privées. Les installations plus grandes dans les châteaux et les bâtiments publics pouvaient être considérablement plus vastes. À l'intérieur, les constructeurs érigeaient une voûte en berceau soutenue par 3 ou 4 arcs espacés d'environ 20 centimètres. Sur ces voûtes, ils empilaient soigneusement des pierres de granit, chacune d'environ 40 à 50 centimètres de diamètre, choisies pour leur capacité exceptionnelle à absorber et à retenir la chaleur. Le choix du granit était délibéré. Cette pierre possède une masse thermique élevée et peut supporter des cycles répétés de chauffage et de refroidissement sans se fissurer. Tandis que les flammes consumaient le bois de chauffage dans la chambre de combustion en contrebas, l'air chaud circulait à travers le labyrinthe de pierres via des passages soigneusement conçus qui absorbaient l'énergie thermique comme d'énormes batteries. Une fois entièrement chauffées, ces pierres libérèrent de la chaleur pendant des jours, et non des heures. Les preuves de l'efficacité du système sont tout simplement stupéfiantes. En 1822, des chercheurs du château de Malbork en Pologne ont mené une expérience sur un hypocauste inutilisé depuis environ 400 ans. Ils ont chargé le four avec seulement 7/10 de mètre cube de bois d'épicéa, à peu près l'équivalent d'une petite pile que l'on pourrait faire tenir dans une camionnette moderne, et l'ont allumé pendant 3 heures et demie. En à peine 20 minutes, la température dans la grande salle, qui mesurait 850 mètres carrés, soit environ la taille de 3 maisons américaines modernes, est passée de 6 degrés Celsius à 22,5 degrés, c'est-à-dire passer du seuil du gel à une chaleur confortable en moins de temps qu'il n'en faut pour regarder un épisode de série télévisée. La salle a continué à se réchauffer, même après la poussée initiale. 6 jours après l'extinction du feu, de l'air chaud à 46 degrés, Celsius montait encore par les bouches d'aération du sol, continuant à chauffer l'espace au-dessus. Pensez-y, un seul allumage fournissant de la chaleur pendant près d'une semaine. Ces systèmes atteignaient une efficacité thermique exceptionnelle qui approchait ou égalait les normes de chauffage modernes. Pour donner un contexte, les chaudières à gaz modernes fonctionnent avec une efficacité de 80 à 98%. Les meilleurs hypocaustes médiévaux atteignaient des performances comparables à celles des équipements fabriqués au XXIe siècle. L'élégance de la conception du système résidait dans sa simplicité. Des bouches d'aération rondes au sol, d'un diamètre typique de 10 à 12 cm, pouvaient être ouvertes ou fermées avec des couvercles en métal, en pierre ou en céramique, permettant aux occupants de contrôler exactement quand et où la chaleur entrait dans les espaces de vie. Imaginez pouvoir fermer les bouches d'aération dans les pièces inutilisées, dirigeant la chaleur précisément là où elle était nécessaire. Le système fonctionnait sans pompe, sans ventilateur, ni aucun composant mécanique autre que de simples couvercles de ventilation. La gravité, la convection et la masse thermique faisaient tout le travail. Les pierres chauffées pendant la combustion continuaient à rayonner de la chaleur vers le haut par convection, créant une chaleur douce et constante plutôt que le souffle d'air chaud suivi de froid qui caractérise de nombreux systèmes modernes à air pulsé. La répartition géographique révèle comment le climat a façonné l'adoption de la technologie. La concentration des hypocaustes dans la région de la Baltique, nord de l'Allemagne, Danemark, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne reflète les hivers rigoureux que ces régions subissaient. Les peuples médiévaux étaient pragmatiques. Ils n'investissaient dans des systèmes de chauffage coûteux et exigeants en main-d'œuvre que lorsque le climat l'exigeait. Cependant, vers la fin du XVe siècle, ces systèmes remarquables ont commencé à tomber en désuétude, remplacés par des poêles en faïence vernissée qui offraient une plus grande commodité et nécessitaient moins d'engagement architectural. Un hypocauste devait être conçu dans un bâtiment dès les fondations. Les poêles en faïence pouvaient être ajoutés à des structures existantes. Les Hafnermeister, les maîtres constructeurs de poêles en faïence, pouvaient construire un poêle en quelques semaines, tandis que la construction d'un hypocauste exigeait des mois. Pour ces raisons pratiques, la commodité l'a emporté sur l'efficacité. Le savoir-faire de la construction des hypocaustes s'est estompé, préservé seulement dans une poignée de bâtiments comme le château de Malbork. Aujourd'hui, alors que les bâtiments modernes intègrent le chauffage par le sol, nous redécouvrons essentiellement des principes que les artisans baltes maîtrisaient il y a 6 siècles,
réinventant une technologie qui a autrefois chauffé toute une région. Cela nous amène en Europe centrale, où le Kachelofen, le poêle en faïence allemand, et le salon chauffé qui l'a rendu possible, connu sous le nom de Stube, ont transformé la vie domestique. Ces technologies ont émergé ensemble, révolutionnant la façon dont les gens vivaient l'hiver dans les pays germanophones et créant une institution culturelle qui allait définir la vie domestique d'Europe centrale pendant des siècles. Le Kachelofen est apparu pour la première fois dans des dessins et des peintures au cours des années 1300, bien que son développement ait été en cours depuis des siècles. Des preuves archéologiques de Hildesheim révèlent cette évolution. Des fouilles ont mis au jour plus de 10 000 fragments de céramique datant du XIIIe siècle. Il ne s'agissait pas de pots cassés au hasard, mais plutôt de pièces d'une technologie en évolution, montrant comment les artisans expérimentaient différentes formes, tailles et configurations de carreaux pour maximiser la rétention et la distribution de la chaleur. Dès les XIe et XIIe siècles, les artisans allemands avaient commencé à insérer des pots en céramique dans des coques d'argile, créant ainsi les premiers véritables poêles de chauffage fermés. Cela représentait une rupture révolutionnaire avec les foyers ouverts. Au lieu d'un feu brûlant à l'air libre dont la majeure partie de la chaleur s'échappait vers le haut, le poêle fermé capturait et retenait la chaleur, la libérant progressivement dans l'espace de vie. Imaginez la structure d'un Kachelofen, abouti tel qu'il serait apparu dans une riche maisonnée allemande du XVe siècle. En son cœur se trouvait un passage labyrinthique de briques réfractaires, soigneusement conçu pour que les gaz de combustion ne puissent pas s'échapper directement. Au lieu de cela, ils serpentaient à l'intérieur, libérant lentement leur chaleur au cours de leur trajet. Plus le chemin était long, plus la chaleur était transférée à la masse environnante. La brique réfractaire retenait 80% de chaleur, en plus que les métaux ferreux comme le fer ou l'acier, avec une conductivité thermique d'à peine un 45e de celle du fer, ce qui signifie qu'elle libérait la chaleur stockée progressivement, plutôt que par des bouffées rapides et gaspilleuses. Cette propriété était cruciale. Une libération rapide de la chaleur signifiait que le combustible brûlait vite et qu'une grande partie de la chaleur s'échappait avant de pouvoir être utilisée. Une libération lente signifiait que chaque parcelle d'énergie du bois était transférée utilement à l'espace de vie. Autour de ce noyau de briques réfractaires, des carreaux de céramique servaient à la fois de décoration et d'isolation. Ils n'étaient pas simplement ornementaux. La couche de carreaux aidait à piéger la chaleur à l'intérieur de la masse de briques réfractaires tout en créant une surface suffisamment chaude pour être confortable, mais pas dangereusement brûlante. Une fois qu'un feu était complètement éteint, un Kachelofen bien conçu continuait de chauffer la maison pendant 6 à 12 heures, ce qui signifiait qu'un ménage pouvait allumer le poêle 2 fois par jour et maintenir des températures confortables 24 heures sur 24. Les chiffres d'efficacité révèlent à quel point ces systèmes étaient avancés. Les taux de conversion d'énergie atteignaient 80 à 90%, comparables aux chaudières à gaz modernes. Peut-être plus frappant encore, un modeste poêle en faïence chauffant une pièce de 60 mètres carrés ne nécessitait que 6 mètres cubes de bois par an. C'est environ un seul arbre pour la chaleur de tout un hiver. Pour apprécier cet exploit, comparez-le à l'énorme consommation de combustible des systèmes à foyer ouvert. La grande salle reconstituée de lègres nécessitait environ 55 tonnes de bois dur par an, juste pour maintenir des températures à 12 degrés Celsius. Le même espace chauffé avec des poêles en faïence aurait pu nécessiter un dixième de cette quantité. Pour les ménages médiévaux où l'approvisionnement en combustible signifiait un travail énorme, couper, transporter et stocker le bois, cette efficacité se traduisait directement en qualité de vie. Pourtant, le véritable impact du Kachelofen s'étendait au-delà de l'efficacité thermique. Il a permis la création de la Stube, un salon chauffé, qui a transformé la vie domestique dans l'Europe germanophone. Le mot dérive de « stub », qui signifie une chambre carrée et fermée. Ce qui a rendu la Stube possible, c'est une innovation cruciale apparue au XVe siècle. Des poêles en faïence qui pouvaient être alimentés par l'arrière, à travers le mur depuis une cuisine adjacente. Cet agencement signifiait que le salon restait exempt de fumée, de cendres et du désordre constant de l'entretien du feu. Les serviteurs ou les membres de la famille pouvaient charger le bois dans le poêle depuis la cuisine, et les occupants du salon profitaient de la chaleur sans aucun des désagréments ou de la saleté. Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe du Nord, les familles pouvaient profiter d'un espace chaud et propre avec des planchers en bois, des fenêtres vitrées, des bancs confortables et des panneaux décoratifs.
La stube comportait généralement des sièges intégrés le long des murs, souvent avec des rangements en dessous. Les fenêtres pouvaient être plus grandes, car la pièce restait suffisamment chaude pour que la perte de chaleur devienne acceptable. Avant la stube, la vie en hiver signifiait se rassembler dans des cuisines étouffées par la fumée de cuisson, ou se blottir dans de grandes salles, où tout le monde, des seigneurs aux serviteurs, partageait l'espace. L'intimité était impossible, la propreté était difficile. Tout travail de précision nécessitant une bonne lumière et des mains sûres, broderies, enluminures de manuscrits, menuiserie fine, devenait presque impossible pendant les mois d'hiver. La stube offrait quelque chose de différent, une pièce où les familles pouvaient se réunir dans le confort, où les artisans pouvaient travailler avec leurs femmes et leurs enfants pendant les sombres mois d'hiver, où les classes moyennes pouvaient jouir d'un niveau de confort domestique auparavant réservé à la noblesse, avec ses solars privés. La stube n'était pas seulement une pièce chauffée, c'était une révolution sociale, créant un espace familial privé et permettant une productivité tout au long de l'année pour les artisans et les marchands. Tandis que les Allemands perfectionnèrent les poêles en faïence et que les Européens du centre construisaient des hypocaustes sophistiqués, une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Est continuait d'utiliser des méthodes plus anciennes. Le foyer central ouvert, avec ses lanterneaux et ses évents de toit, représente l'approche de chauffage la plus ancienne et la plus répandue utilisée dans toute l'Europe médiévale. Comprendre pourquoi ces systèmes inefficaces ont persisté pendant des siècles nous aide à apprécier à la fois les contraintes auxquelles les peuples médiévaux étaient confrontés et les véritables innovations qui les ont finalement remplacés. Dans les maisons longues vikings ou les halls anglo-saxons, un foyer ouvert flambait au centre de la pièce principale, ses flammes fournissant lumière, chaleur et surface de cuisson. Le foyer était généralement une plateforme de pierre rectangulaire ou circulaire, légèrement surélevée par rapport au sol en terre battue, positionnée là où la fumée monterait le plus efficacement vers l'ouverture du toit. La fumée montait à travers la pièce, s'échappant par des lanterneaux, des structures en forme de lanterne, avec des ouvertures latérales couvertes de planches inclinées qui empêchaient la pluie et la neige d'entrer tout en permettant à la fumée de sortir. Ces lanterneaux étaient plus sophistiqués que de simples trous dans le toit. Certains pouvaient même être ajustés en tirant sur des cordes depuis l'intérieur, donnant aux occupants le contrôle de la ventilation. Tiré d'un côté, et le lanterneau s'ouvrait plus largement, aspirant plus de fumée, mais laissant aussi plus de chaleur s'échapper. Tiré de l'autre côté, et il se fermait partiellement, retenant la chaleur, mais augmentant la fumée à l'intérieur. Des expériences archéologiques ont révélé à quel point ces systèmes étaient inconfortables, fournissant des données concrètes qui remettent en question les notions romantiques de chaleureux halls vikings. Des chercheurs ont construit des reproductions fidèles de maisons vikings et y ont vécu dans des conditions contrôlées, mesurant les températures et la qualité de l'air. Même avec des feux brûlants en continu, les températures intérieures dépassaient rarement 15 à 17,5 degrés Celsius, à peine 60 degrés Fahrenheit. Les halls saxons s'en sortaient moins bien, avec des températures qui s'élevaient rarement à plus de 4 à 6 degrés au-dessus de la température extérieure. Lorsque les températures extérieures chutaient à moins 10 degrés Celsius, les conditions intérieures pouvaient n'atteindre que moins 4 à moins 6 degrés, toujours bien en dessous de zéro. Toutes les personnes respirant cet air enfumé subissaient un stress oxydatif et une inflammation pulmonaire. L'analyse médicale moderne de restes squelettiques provenant de cimetières de l'âge viking montre des signes de maladies respiratoires, chroniques, compatibles avec une exposition à la fumée tout au long de la vie. Les calculs de consommation de combustible sont tout aussi révélateurs. Les énormes quantités de bois nécessaires, environ 60 à 70 grands arbres par an, signifiaient que même un hall bien approvisionné restait inconfortablement froid malgré un investissement en travail énorme. Le travail requis pour abattre, ébrancher, couper, fendre, transporter et stocker autant de bois était stupéfiant. Pourtant, sans cela, le hall serait inhabitable. Cela aide à expliquer pourquoi la déforestation est devenue un problème si grave en Europe médiévale. En Islande, où le bois était désespérément rare, le foyer central a pris une importance encore plus grande malgré ses limites. Lorsque les colons nordiques sont arrivés au IXe siècle, les forêts couvraient 25 à 40% de l'île, principalement des forêts de bouleaux. Celles-ci ont été rapidement épuisées, les forêts de plaine ont été rapidement défrichées pour l'agriculture,
et les forêts d'altitude n'ont persisté que jusqu'aux environs de l'an 1150 avant de disparaître, laissant le paysage presque sans arbres que nous voyons aujourd'hui. Les maisons longues islandaises étaient construites en tourbe et en gazon avec un minimum d'éléments en bois. Les murs de tourbe, pouvant atteindre 1 mètre d'épaisseur, agissaient comme une isolation naturelle. Le toit de tourbe, composé de plusieurs couches soigneusement posées, agissait comme une couverture naturelle. Le foyer central, brûlant de la tourbe extraite des tourbières ou du fumier séché quand rien d'autre n'était disponible, fournissait le peu de chaleur que les habitants pouvaient générer. Malgré tout, les sagas islandaises mentionnent fréquemment le froid glacial de l'hiver, les personnages se blottissant près des feux et le soulagement qui venait avec l'arrivée du printemps. Pourquoi les gens ont-ils continué à utiliser des foyers centraux ouverts, longtemps après que des alternatives plus efficaces soient apparues ailleurs, en Europe? La réponse réside en partie dans la simplicité et en partie dans l'organisation sociale. Les foyers centraux ne nécessitaient aucune caractéristique architecturale particulière au-delà d'un trou dans le toit. N'importe quel constructeur compétent pouvait en construire un. Il ne nécessitait pas d'artisans spécialisés comme les Hafnermeister, qui construisaient les poêles en faïence, ou les maîtres maçons qui construisaient les hypocaustes. Il ne nécessitait aucun matériau coûteux au-delà de la pierre pour la plateforme du foyer. Dans les régions manquant d'artisans qualifiés dans les systèmes de chauffage avancés, ou dans les structures sociales où la grande salle servait de centre de la vie communautaire, le foyer ouvert a persisté parce qu'il était accessible et parce qu'il remplissait des fonctions au-delà du chauffage. De plus, dans les grandes salles où des dizaines de personnes se rassemblaient, un grand feu central fournissait non seulement de la chaleur, mais aussi de la lumière et un point focal symbolique pour la vie communautaire. Le foyer était l'endroit où le Seigneur distribuait la nourriture et la justice, où les guerriers se rassemblaient pour se vanter de leurs exploits, où les communautés se réunissaient. Déplacer le feu contre un mur et l'enfermer diminuerait ses fonctions sociales et symboliques, même en améliorant l'efficacité thermique. Vers le milieu du XIIe siècle, une révolution architecturale a commencé en Angleterre et en France qui allait progressivement transformer le chauffage domestique dans toute l'Europe occidentale. Pour la première fois depuis la chute de Rome, les constructeurs déplacèrent le foyer du centre de la pièce vers le mur lui-même, l'incorporant dans la structure avec une hotte pour recueillir la fumée et une cheminée pour l'évacuer. La transition s'est faite lentement, poussée par la construction de châteaux et de manoirs en pierre dont les murs épais pouvaient accueillir des conduits de fumée. Les premières cheminées murales étaient des ouvertures cintrées pratiquées dans les murs au point de plus grande épaisseur, nécessitant souvent des contreforts externes pour un soutien supplémentaire. Les défis structurels étaient considérables. Comment percer une grande ouverture dans un mur porteur sans compromettre l'intégrité du bâtiment? Comment s'assurer que la cheminée tire correctement, créant un tirage suffisant pour aspirer la fumée vers le haut plutôt que de la laisser refluer dans la pièce? Les premières tentatives ont parfois échoué de manière spectaculaire, avec des cheminées qui ne tiraient pas correctement et remplissaient les pièces de fumée, ou avec des feux qui surchauffaient les pierres jusqu'à ce qu'elles se fissurent. Le foyer se trouvait dans une alcôve murale, tandis qu'un entonnoir ou une hotte en pierre ou en plâtre protégeait l'ouverture au-dessus, recueillant la fumée et la dirigeant dans le conduit. À la fin du XIIe siècle, cette conception était devenue standard. La plus ancienne cheminée anglaise conservée date d'environ 1185 au donjon de Conisbrough dans le South Yorkshire. La cheminée desservait des foyers sur plusieurs étages, avec des conduits montant à travers les murs pour sortir bien au-dessus des créneaux. Le château de Rochester offre un exemple particulièrement intéressant de réflexion thermique dans la conception des cheminées. Construites au XIIe siècle, ces cheminées étaient conçues pour chauffer à la fois la chambre elle-même et les pierres du mur, créant ainsi un chauffage par masse thermique. La cheminée était profondément encastrée dans le mur, de sorte que les flammes et les gaz chauds réchauffaient un grand volume de pierre. Une fois que les pierres avaient absorbé la chaleur du feu, elles continuaient à la rayonner longtemps après que les flammes se soient éteintes. Ce double chauffage, chaleur immédiate du feu et chaleur prolongée de la pierre chauffée, rendait ces systèmes plus efficaces qu'ils ne l'auraient été autrement. Pourtant, malgré tous leurs avantages, les cheminées murales étaient considérablement moins efficaces que les poêles en faïence et les hypocaustes utilisés ailleurs en Europe. Une grande partie de la chaleur générée par la combustion du bois montait directement dans la cheminée avec la fumée, perdue dans l'air extérieur. Le tirage nécessaire pour aspirer la fumée vers le haut aspirait également l'air chaud de la pièce.
Quiconque s'est assis près d'un feu de cheminée crépitant tout en sentant de l'air froid dans son dos connaît cet effet. Le feu crée une convection si forte qu'il aspire l'air froid dans la pièce par chaque interstice et fissure, créant des courants d'air qui réduisent le confort général. Les taux d'efficacité des cheminées ouvertes dépassaient rarement 30 à 40%. La majeure partie de l'énergie du bois partait en fumée plutôt que dans la pièce. L'avantage des cheminées murales ne résidait pas dans l'efficacité thermique, mais dans la transformation architecturale et sociale. Avec les feux contenus en toute sécurité contre les murs et la fumée correctement évacuée, les plafonds pouvaient être abaissés sans craindre que des étincelles n'enflamment les poutres du toit. Les pièces pouvaient être rendues plus intimes, leurs proportions n'étant plus dictées par la nécessité de laisser la fumée monter vers des évents lointains. Plus important encore, les pièces pouvaient devenir plus petites et plus privées. La grande salle ne représentait plus le seul espace confortable. La noblesse pouvait se retirer dans des chambres privées, solares et parloirs, chacune chauffée par sa propre cheminée, créant une nouvelle architecture de l'intimité qui reflétait et renforçait les hiérarchies sociales. Les monastères médiévaux ont développé leur propre approche spécialisée du chauffage, équilibrant les exigences de la discipline religieuse avec les besoins pratiques de la survie humaine. Le calfactorium, ou chauffoir, servait de seule pièce chauffée où les moines pouvaient se rassembler pour se protéger du froid glacial qui pénétrait leurs cloîtres, églises et dortoirs non chauffés. La vie monastique exigeait un équilibre entre la discipline spirituelle et la survie physique. Les moines vivaient dans des conditions d'une austérité remarquable, leurs bâtiments en pierre n'étant pas chauffés à l'exception des espaces les plus essentiels. La cuisine, où la préparation des aliments nécessitait de la chaleur, l'infirmerie, où les frères malades se rétablissaient, la maison d'hôte, où l'hospitalité envers les voyageurs remplissait des obligations religieuses, et le chauffoir. Ce chauffage sélectif reflétait des priorités théologiques. Les moines ne devaient pas chercher le confort, mais devaient entretenir leur corps suffisamment pour accomplir leurs devoirs religieux. Le froid était spirituellement bénéfique, mortifiant la chair et concentrant l'esprit sur les préoccupations célestes plutôt que terrestres. Pourtant, l'hypothermie empêcherait les moines de chanter l'office divin ou d'accomplir leur travail. Le chauffoir représentait la concession minimale acceptable à la nécessité physique. Ces chauffoirs étaient conçus comme des espaces communs, de grandes pièces dominées par une ou plusieurs cheminées substantielles où le feu flambait tout au long des mois d'hiver. Le feu était allumé le jour de la Toussaint, le 1er novembre, marquant le début officiel de l'hiver dans le calendrier monastique. De ce jour jusqu'au Vendredi saint au printemps, une période s'étendant du 20 mars au 23 avril, selon la date de Pâques, le feu brûlait en continu. Les moines pouvaient entrer dans le chauffoir pour se réchauffer, après de longues heures de prière dans des églises non chauffées, où leur souffle givrait dans l'air et où leurs doigts devenaient trop raides pour tourner les pages. Ils pouvaient se réchauffer après avoir travaillé à l'extérieur dans les jardins ou les ateliers, ou lorsque leurs cellules devenaient insupportables. Le chauffoir devenait un refuge quotidien pendant l'hiver, un lieu où la communauté se rassemblait non pas pour les loisirs, mais pour la restauration. L'abbaye de Rievaulx dans le Yorkshire disposait d'un chauffoir particulièrement impressionnant, avec une très grande cheminée double, assez massive pour chauffer l'espace substantiel et accueillir des dizaines de moines se rassemblant autour de ces flammes. Souvent, au-dessus du chauffoir, les monastères construisaient une salle des archives où les documents importants étaient conservés, chartes, titres de propriété, registres. La chaleur montant d'en bas aidait à garder la salle des archives sèche, empêchant la détérioration des précieux parchemins tout en utilisant efficacement la chaleur. Cet agencement vertical des fonctions révèle le pragmatisme médiéval. Chaque parcelle de chaleur devait servir à de multiples fins. Le chauffoir monastique incarne une approche du chauffage typiquement médiévale. Communautaire plutôt qu'individuelle, réglementée plutôt que constante, soigneusement équilibrée entre discipline et compassion. Il contraste avec les hypothèses modernes sur le confort, qui mettent l'accent sur le contrôle personnel et la chaleur continue. Les moines ne pouvaient pas régler un thermostat ou se retirer dans des cellules chauffées individuellement. Ils se rassemblaient dans un espace partagé, chaud ensemble ou froid ensemble, vivant le confort comme quelque chose de collectif plutôt que de privé. Passons maintenant des espaces communs au domaine intime du sommeil, où les peuples médiévaux affrontaient le plus grand défi de l'hiver. Lorsque les feux faiblissaient et que les corps gisaient immobiles, le froid s'insinuait avec une férocité particulière.
Les peuples médiévaux comprenaient bien ce danger. La période entre minuit et l'aube, lorsque les feux se réduisaient à des braises et que la température corporelle chutait pendant les phases les plus profondes du sommeil, présentait le plus grand risque de froid mortel. Le lit clos ou lit-armoire représente l'une des innovations de chauffage les plus ingénieuses du mobilier domestique médiéval. Ces structures sont originaires d'Europe occidentale à la fin de la période médiévale et ont persisté dans certaines régions jusqu'au XIXe siècle, témoignant de leur efficacité. Imaginez un lit qui ressemble à une grande armoire construite contre un mur, fermée de tous côtés par des panneaux de bois. La structure mesurait généralement environ 2 mètres de long, 1,5 mètre de profondeur et 1,5 mètre de haut, juste assez grande pour qu'une ou deux personnes puissent dormir allongées. L'entrée se faisait par des rideaux qui pouvaient être écartés, ou par des portes battantes ou coulissantes. En créant un petit espace clos autour du corps endormi, les lits clos retenaient la chaleur générée par les dormeurs eux-mêmes, créant un microclimat plus chaud que la pièce environnante. Le corps humain génère en continu environ 100 watts de chaleur, à peu près autant qu'une vieille ampoule à incandescence. Dans une grande pièce pleine de courants d'air, cette chaleur se dissipe inutilement dans l'air. Dans une petite boîte fermée, elle s'accumule, augmentant la température de plusieurs degrés cruciaux. Les parois en bois bloquaient les courants d'air qui autrement emporteraient la chaleur. Les rideaux en tissu ou les portes en bois fournissaient une isolation supplémentaire, une barrière entre l'intérieur chaud et l'extérieur froid. Dans les maisons paysannes d'une seule pièce, où un seul feu devait chauffer simultanément un espace de vie, une zone de cuisson et des quartiers de couchage, une tâche impossible dans les régions aux hivers rigoureux, les lits clos permettaient aux gens de dormir relativement confortablement, même lorsque la pièce environnante restait glacialement froide. Imaginez une chaumière finlandaise ou norvégienne, où les températures extérieures hivernales chutaient à moins 30 degrés Celsius. Le foyer central pouvait élever la température intérieure à 5 degrés au-dessus de zéro pendant la journée. Mais la nuit, on laissait le feu baisser pour conserver le combustible. La température de la pièce chuterait alors vers le point de congélation. Pourtant, à l'intérieur du lit clos, protégé par des murs en bois et des rideaux de laine, réchauffé par 2 corps générant de la chaleur, la température pouvait se maintenir à 10 ou 12 degrés Celsius, froid selon les normes modernes, mais survivable avec des couvertures épaisses et la chaleur partagée des membres de la famille. Les rideaux et les tentures de lit remplissaient une fonction similaire, mais étaient associés aux classes sociales supérieures, qui pouvaient se permettre les somptueux déploiements de textiles que de tels lits exigeaient. Les magnifiques lits à baldaquin, apparus au XIVe siècle, étaient essentiellement des pièces dans la pièce, des cadres en bois massifs, supportant de lourds rideaux de tissu de tous côtés. Il ne s'agissait pas des légers rideaux décoratifs que nous pourrions imaginer, mais de lourdes tentures de laine, parfois doublées ou entredoublées de couches de tissu supplémentaires, parfois garnies de fourrure en bas, là où les courants d'air étaient les pires. Les rideaux pendaient généralement d'un ciel de lit en bois, créant une enceinte complète une fois tirée. Certains lits comportaient des rideaux intérieurs et extérieurs, créant un espace d'air entre les couches pour une isolation supplémentaire. Les fonctions des rideaux de lit s'étendaient au-delà de l'efficacité thermique. Dans les grandes salles, où les nobles dormaient entourés de serviteurs et de domestiques, les rideaux offraient une intimité cruciale. Ils protégèrent de la poussière, de la saleté, des insectes et de la vermine. Ils servirent de symbole de statut, la qualité du tissu et la richesse de la décoration reflétant la fortune du propriétaire. Les inventaires des maisonnées nobles classent les tentures de lit parmi les biens mobiliers les plus précieux. Pourtant, leur fonction principale restait de créer un espace de couchage chaud dans des pièces autrement froides. Même les châteaux avec des cheminées restaient pleins de courants d'air. Les murs de pierre rayonnaient le froid. Dans ces conditions, les rideaux de lit n'étaient pas simplement décoratifs, ils étaient nécessaires. Ce que nous voyons à la fois dans les lits clos et les rideaux de lit est un principe que les peuples médiévaux comprenaient intuitivement. Plutôt que de tenter de chauffer des bâtiments entiers ou même des pièces entières à des températures confortables, une tâche presque impossible compte tenu de la technologie et des réserves de combustible disponibles, il était bien plus logique de créer de petits espaces isolés qui pouvaient être réchauffés par la seule chaleur corporelle. Ce même principe s'appliquait aux vêtements, aux arrangements domestiques et à l'organisation sociale. La stratégie de chauffage médiévale mettait l'accent sur la création de microclimats chauds au sein d'environnements généralement frais ou froids. Au-delà du mobilier et des tissus,
Les peuples médiévaux employaient des caractéristiques architecturales, incorporant des matériaux et des conceptions spécifiquement choisies pour leurs propriétés thermiques. La construction en torchis représente l'une des technologies d'isolation les plus sophistiquées de la période médiévale. Pourtant, la perception moderne tend à la considérer comme grossière et primitive, une supposition on ne peut plus éloigner de la vérité. Des analyses scientifiques récentes ont révélé que les constructeurs médiévaux atteignaient des valeurs d'isolation qui ne seraient inégalées qu'à la fin du XXe siècle. La technique consistait à tisser de fines lattes de bois, le clayonnage, en un treillis, puis à enduire ce treillis de torchis, un mélange de terre humide, d'argile, de sable, de fumier animal et de paille. Les proportions du mélange variaient, selon la région, en fonction des matériaux disponibles, mais le principe restait constant. Créer une matrice qui sécherait en durcissant, scellerait contre les courants d'air et fournirait une isolation. Deux principales méthodes de construction ont émergé. La construction à parois simples utilisait une seule couche d'osier tressé isolée avec du torchis. La construction à double paroi s'est avérée plus sophistiquée. Deux clayonnages parallèles étaient construits avec un espace de 10 à 15 cm entre eux, et cet espace était rempli d'herbes sèches, créant une lame d'air qui améliorait considérablement l'isolation. L'air piégé entre les brins d'herbe ne pouvait pas circuler et emporter la chaleur par convection. Des études récentes examinant la construction en torchis de l'âge du bronze et du Moyen Âge ont produit des résultats surprenants. Des chercheurs analysant des maisons de l'âge du bronze, une technologie qui s'est poursuivie à l'époque médiévale avec des modifications minimes, ont découvert qu'un mur avec 10 cm de bourrage d'herbe entre les couches de clayonnage pouvait atteindre un coefficient U entre 0,5 et 1,0 watts par mètre carré par degré Kelvin. Pour donner un contexte à cette mesure technique, ces valeurs n'ont été atteintes à nouveau qu'avec la réglementation allemande sur la protection thermique de 1995. Pendant des milliers d'années entre-temps, les maisons à colombage avec d'autres méthodes d'isolation ont eu des performances 4 à 6 fois moins bonnes. Le torchis médiéval offrait une meilleure isolation que les murs en briques pleines, meilleure que la plupart des constructions en pierre médiévale. Cette performance remarquable provenait de la combinaison des matériaux et de la méthode de construction. L'herbe est creuse, remplie de poches d'air. Tassée lâchement entre les couches de clayonnage, elle créait d'innombrables petits espaces d'air qui résistaient au transfert de chaleur. Le revêtement extérieur en torchis scellait contre le vent et la pluie, empêchant l'infiltration d'air. Le résultat était un mur qui gardait les intérieurs frais en été, chauds en hiver, et ce en utilisant des matériaux entièrement renouvelables et disponibles localement qui nécessitaient une énergie minimale pour être produits et installés. Au-dessus de ces murs bien isolés, les toits médiévaux contribuaient également de manière significative à l'efficacité thermique. Les toits de chaume, faits de paille ou de roseaux, servaient de superbes isolants car ces matériaux sont creux et piègent l'air. Un toit de chaume correctement construit n'était pas un tas de paille aléatoire, mais plutôt un système soigneusement conçu. La paille de blé ou le roseau d'eau était bottelée et attachée aux poutres du toit en couches superposées, chaque couche étant positionnée pour évacuer l'eau, tout en créant des poches d'air. Le toit résultant pouvait avoir une épaisseur de 20 à 30 cm, créant une résistance thermique substantielle. Les toits de gazon ou de tourbe, particulièrement associés aux traditions de construction scandinaves, remplissaient des fonctions similaires avec des matériaux différents. Le processus de construction révèle une compréhension sophistiquée de la superposition. D'abord, une couche d'écorce de bouleau était posée sur les planches du toit comme imperméabilisation. L'écorce de bouleau contient des huiles qui la rendent si naturellement résistante à l'eau. Venaient ensuite des couches de gazon, chacune placée selon un système spécifique. La première couche était positionnée avec l'herbe vers le bas, l'herbe flétrie agissant comme drainage. La deuxième couche avait l'herbe vers le haut, l'herbe vivante aidant à lier le sol et à prévenir l'érosion. Le résultat était une épaisse couche de terre fournissant une isolation thermique, avec la végétation aidant à maintenir la terre en place. Un toit de tourbe bien fait pouvait avoir une épaisseur de 40 cm. Pendant l'âge des Vikings et tout au long du Moyen Âge, la plupart des maisons scandinaves incorporaient des toits de gazon. En Islande, où le bois et les matériaux alternatifs étaient rares, les toits de tourbe combinés à des murs de tourbe créaient des structures si bien isolées qu'elles rendèrent la survie possible avec seulement des foyers centraux pour le chauffage. Un exploit non négligeable dans un climat où les températures hivernales chutaient régulièrement bien en dessous de zéro
et où des vents arctiques hurlants battaient les bâtiments pendant des mois. Ce qui ressort de l'examen de la construction des murs et des toits médiévaux est une image bien éloignée de nos suppositions courantes sur les techniques de construction médiévale primitives. Les constructeurs médiévaux n'ignoraient pas les principes d'isolation, ni n'étaient indifférents à l'efficacité thermique. Ils comprenaient, grâce à une expérience accumulée sur des générations, quels matériaux et techniques fonctionnaient le mieux dans leur climat particulier. Le fait que le torchis ait atteint des performances thermiques inégalées pendant des siècles suggère que nous avons perdu un savoir important. Les peuples médiévaux n'isolaient pas seulement leurs bâtiments. Ils trouvaient aussi de la chaleur dans la source la plus fondamentale disponible, les corps d'autres créatures vivantes. Les pratiques de partage de l'espace de vie avec les animaux et de sommeil en commun avec d'autres humains révélaient les extrêmes auxquels les gens allaient pour survivre au pire de l'hiver, en particulier parmi les classes paysannes qui n'avaient pas accès à des technologies de chauffage sophistiquées. La cohabitation pour la chaleur corporelle animale représente l'une de ces pratiques médiévales que notre sensibilité moderne a du mal à comprendre. Pourtant, elle était absolument vitale pour la survie des paysans dans les climats nordiques. La pratique était simple mais efficace. Les maisons paysannes étaient construites juste à côté des espaces où les animaux étaient gardés. Les animaux ne vivaient pas dans l'espace de vie immédiat de la famille. Il y avait généralement un mur ou une cloison séparant les espaces humains et animaux, mais ils étaient suffisamment proches pour que leur chaleur corporelle empêche la demeure de geler. Certaines maisons paysannes ne se composaient que de 2 pièces, une pour les gens, une pour les animaux, séparées par un mur qui permettait le transfert de chaleur. Dans d'autres cas, des mezzanines de couchage étaient construites directement au-dessus des enclos des animaux, de sorte que la chaleur d'en bas montait dans les quartiers de sommeil. La logique était implacable et reposait sur de simples principes de physique. Une vache génère en continu environ 800 à 1000 watts de chaleur corporelle, l'équivalent de 8 ou 10 vieilles ampoules à incandescence allumées. Chèvres, porcs, moutons, poulets, toute créature ayant un pouls et une chaleur corporelle, générait une chaleur proportionnelle à sa taille. Lorsqu'ils étaient gardés ensemble dans un espace clos, ces animaux pouvaient maintenir une grange raisonnablement chaude, même en plein hiver. Un ménage paysan avec 2 vaches, plusieurs chèvres, un porc et une volée de poulets pouvait avoir l'équivalent d'un radiateur d'appoint moderne fonctionnant en continu dans la pièce adjacente à leur quartier d'habitation. La pratique était répandue dans toute l'Europe du Nord. En Scandinavie, les maisons longues incorporaient explicitement des étables pour le bétail à une extrémité, avec une cloison les séparant de l'espace de vie mais permettant le transfert de chaleur. Dans les Highlands d'Écosse et certaines parties du nord de l'Angleterre, les Black Houses présentèrent des arrangements similaires. Dans les Alpes, certaines fermes étaient construites avec des étables au rez-de-chaussée et des logements au-dessus, créant un chauffage radiant naturel, car la chaleur montait à travers le plancher. Il ne s'agissait pas d'arrangements aléatoires, mais de choix architecturaux conscients conçus pour maximiser la contribution thermique du bétail. Le partage de la chaleur corporelle humaine prenait des formes similaires, exploitant le même principe de production thermique combinée. Les familles dormaient serrées les unes contre les autres pour partager la chaleur corporelle, souvent avec plusieurs enfants dans un seul lit et les parents à proximité. Par temps particulièrement rigoureux, des familles entières pouvaient dormir dans le même lit clos ou la même enceinte à rideaux. Des sources contemporaines mentionnent 6 ou 8 personnes partageant des espaces de couchage, compressés ensemble pour avoir chaud. L'intimité était sacrifiée à la survie. Dans les châteaux et les manoirs, le sommeil en commun prenait une forme différente, mais servait des objectifs pratiques similaires. Au début du Moyen Âge, presque tout le monde passait une grande partie de sa vie dans la grande salle. À la tombée de la nuit, elle devenait un dortoir. Serviteurs, chevaliers, écuyers, invités, tous s'installaient pour la nuit dans la salle. Tout le monde bénéficiait de la chaleur corporelle collective de dizaines de personnes dans un espace clos. Des sources contemporaines confirment que la plupart des gens préféraient en fait dormir dans la grande salle plutôt que dans des chambres privées. Et la raison était simple, la salle était plus chaude. Ce que ces pratiques révèlent, c'est que les peuples médiévaux comprenaient la valeur thermique de la chaleur corporelle, humaine et animale, et organisaient leurs espaces de vie pour maximiser cette ressource. Ces choix n'étaient pas faits par ignorance des alternatives ou parce que les gens aimaient vivre avec les animaux. C'étaient des adaptations calculées aux réalités de la technologie de chauffage médiévale et de la disponibilité du combustible. De la chaleur partagée, passons à ce que les peuples médiévaux portaient,
car les vêtements représentent peut-être la technologie de chauffage la plus universelle disponible pour toutes les classes. Le système de superposition utilisé dans toute l'Europe médiévale révèle une compréhension sophistiquée de l'isolation, de la gestion de l'humidité et de la régulation thermique qui rivalise avec la technologie moderne des vêtements de plein air. Le principe de base de la superposition était constant à travers les régions et les classes, bien que la qualité et la quantité variaient avec la richesse. En commençant par la peau, les gens portèrent des sous-vêtements en lin comme couche de base, une longue chemise de corps ou chemise. Le lin remplissait de multiples fonctions. Il absorbait la transpiration, éloignant l'humidité de la peau. Il était lavable, permettant une propreté périodique. Et surtout, les fibres lisses du lin étaient moins irritantes que la laine portée directement contre la peau. Par-dessus venait la tunique de laine, la première couche isolante substantielle, puis venait une surrobe, fournissant une autre couche d'isolation en laine. À l'extérieur venait la cape, souvent doublée de fourrure pour ceux qui pouvaient se le permettre. Plusieurs couches de laine portées sur du lin créaient un système d'espace d'air piégé, chaque frontière entre les couches créant une barrière thermique. Pourquoi la laine était-elle si dominante en Europe médiévale que les alternatives étaient rarement envisagées? La réponse réside dans ses propriétés remarquables. Le tissage de la laine piégeait naturellement la chaleur corporelle, non pas parce que la laine elle-même était chaude, mais parce que la structure de la fibre créait d'innombrables petites poches d'air qui résistaient au transfert de chaleur. Le tissu de laine épais était déperlant en surface, repoussant la pluie légère et la neige avant que l'humidité ne pénètre dans les couches intérieures. Mais la caractéristique la plus extraordinaire de la laine concernait ses capacités de gestion de l'humidité, une propriété qui a sauvé d'innombrables vies dans des conditions humides et froides. Lorsque les fibres de laine absorbent l'humidité, une réaction chimique se produit. Les liaisons hydrogènes se rompent et le processus génère de la chaleur par chauffage hygroscopique. Cela signifie que même de la laine trempée continue de fournir un minimum de chaleur, générant de la chaleur par le processus d'absorption lui-même. Encore plus remarquable, la laine peut absorber jusqu'à 30% de son poids en humidité tout en restant relativement sèche au toucher. Le coton et le lin, en revanche, refroidissent le corps lorsqu'ils sont mouillés par refroidissement par évaporation, ce qui peut être agréable par temps chaud, mais potentiellement mortel par temps froid. Cette différence explique pourquoi les peuples médiévaux dans les climats froids insistaient sur la laine même lorsque le lin ou le coton auraient pu être disponibles. Cela pouvait faire la différence entre l'hypothermie et la survie. Les peuples médiévaux comprenaient qu'ils devaient gérer activement leurs couches, les ajustant tout au long de la journée en fonction des niveaux d'activité. Lorsqu'ils transpiraient à cause du travail ou de l'effort, ils enlevaient les couches extérieures, car les vêtements trempés de sueur réduisaient la chaleur une fois l'activité terminée. Une fois qu'ils se refroidissaient et cessaient de transpirer, ils remettaient les couches. Cet ajustement constant leur permettait de réguler la chaleur en fonction du niveau d'activité. Les amateurs de plein air modernes appellent cela la gestion active des couches, la traitant comme un savoir sophistiqué. Les peuples médiévaux la pratiquaient comme une évidence. Les accessoires protégèrent les extrémités où la perte de chaleur était la plus dangereuse et les engelures les plus probables. Des moufles en fourrure avec le poil tourné vers l'intérieur offraient une protection pratique. Des gants à 3 doigts apparaissent dans les œuvres d'art et les découvertes archéologiques. Ces gants séparaient le pouce, l'index, et regroupaient les 3 autres doigts. Cette conception offrait une meilleure dextérité manuelle que les moufles, tout en permettant aux doigts de partager la chaleur. Ce que nous voyons dans les stratégies de superposition médiévales n'est pas du désespoir ou une compréhension primitive, mais plutôt une technologie raffinée développée au fil de siècles d'expérience. Les peuples médiévaux comprenaient des principes que les entreprises modernes de vêtements de plein air ont mis des décennies à redécouvrir. Des couches de base qui évacuent l'humidité, des couches intermédiaires isolantes, des couches extérieures résistantes aux intempéries. Ils comprenaient que plusieurs couches minces fonctionnaient mieux qu'un seul vêtement épais parce que chaque frontière de couche piégeait l'air et que la gestion active des couches permettait de s'adapter aux conditions changeantes. Au-delà de ce que les gens portaient, ce qu'ils consommaient contribuait également à la chaleur. Les peuples médiévaux utilisaient à la fois la nourriture et la boisson comme source de chauffage interne, guidés par des théories médicales qui, bien que scientifiquement imparfaites, incorporaient une véritable sagesse pratique. Le vin chaud épicé se distingue comme la boisson chaude médiévale par excellence.
Pendant les festivals et les célébrations d'hiver, mais aussi simplement comme remède contre le froid, les gens chauffaient du vin avec des épices, cannelle, clous de girofle, noix de muscade. Le processus de préparation ne consistait pas seulement à ajouter de la saveur. Chauffer le vin à des températures proches de l'ébullition tuait les bactéries nocives, tandis que les épices elles-mêmes avaient des propriétés antimicrobiennes. Les gens revenant du travail extérieur par un froid glacial, les voyageurs arrivant dans une auberge après des heures sur des routes gelées, tous s'attendaient à se voir offrir du vin chaud épicé comme remontant. La sensation de chaleur était immédiate. Le liquide chaud arrivant dans l'estomac procurait un réconfort presque instantané. Les bouillons chauds, soupes, ragoûts et potages servaient un double objectif de nutrition et de chaleur. Un bol de potage chaud, l'aliment de base du régime paysan, fournissait des calories pour l'énergie tout en réchauffant le corps de l'intérieur. Les recettes de potage variaient énormément selon la saison, la région et les ingrédients disponibles, mais le principe restait constant. Faire mijoter des céréales, des légumes et, si possible, un peu de viande ou de poisson dans de l'eau ou du bouillon jusqu'à ce que tout se mélange en un ragoût épais et nutritif. Manger chaud, cela procurait un réchauffement immédiat. La teneur en calories alimentait la production de chaleur métabolique du corps pendant des heures. La science moderne a confirmé une version modeste de ce que les peuples médiévaux croyaient. Consommer des aliments chauds augmente légèrement la température corporelle, généralement d'un demi-degré à 1 degré. L'effet est temporaire, durant peut-être 30 minutes à 1 heure, mais réel. Plus important encore, la teneur en calories des aliments alimente la production de chaleur continue du corps par le métabolisme. Une personne bien nourrie génère plus de chaleur corporelle qu'une personne déficiente en calories. Les peuples médiévaux comprenaient intuitivement ce lien. Les régimes hivernaux avaient tendance à mettre l'accent sur des aliments plus caloriques, plus de graisse, plus de viande si disponible, des plats de céréales copieux, précisément parce qu'ils fournissaient le carburant pour la production de chaleur. Le choix du combustible pour les feux de chauffage révèle également une adaptation régionale et une gestion sophistiquée des ressources. En Irlande et en Écosse, où les forêts avaient été épuisées par des siècles de coupes, la combustion de la tourbe est devenue dominante. Les Irlandais utilisaient la tourbe comme source de combustible depuis plus de 2000 ans, l'extrayant des tourbières qui couvraient une grande partie du paysage irlandais. La pratique apparaît dans le Senchas-Mór, datant des 7e au 8e siècles, où la coupe de la tourbe est décrite en des termes qui nous seraient assez familiers aujourd'hui. Le cycle annuel de la récolte de la tourbe structurait la vie rurale dans ces régions. Pendant les mois d'été, des familles entières travaillaient ensemble pour couper, sécher et empiler suffisamment de tourbe pour passer l'hiver. Des outils spécialisés ont évolué pour cette tâche, en particulier le slean, une bêche à 2 côtés conçue spécifiquement pour couper la tourbe des tourbières. Chaque bloc était mis à sécher pendant des semaines ou des mois. Un ménage pouvait couper et sécher plusieurs tonnes de tourbe pour passer l'hiver. Une pratique culturelle révèle l'importance de maintenir un feu continu. En Irlande, en Écosse et dans certaines parties de l'Angleterre, il était considéré comme extrêmement important de garder le feu allumé en permanence. Laisser le feu s'éteindre complètement était censé porter malheur et posait également un problème pratique à une époque avant les allumettes. Au coucher, les familles disposaient des blocs de tourbe et des cendres pour étouffer le feu sans l'éteindre complètement. La technique consistait à recouvrir les braises de cendres et à placer de la tourbe fraîche par-dessus, disposée de manière à ce que le feu reçoive juste assez d'oxygène pour couver doucement toute la nuit, consommant le combustible très lentement tout en restant prêt à être ravivé le matin. Cette pratique de maintenir un feu continu, parfois pendant des générations, créait un sentiment de connexion avec les ancêtres et de continuité du foyer. La gestion du feu au Moyen Âge impliquait des outils et des techniques spécialisées qui prolongeaient la valeur calorifique de chaque charge de combustible, permettant aux gens d'extraire un maximum de chaleur de ressources limitées. 3 catégories de dispositifs méritent une attention particulière. Les braseros pour le chauffage portable, les bassinoires pour chauffer les lits et les couvre-feux pour la conservation du feu pendant la nuit. Les braseros, des chauffages portables au charbon de bois, ont des origines anciennes, mais ils sont restés des dispositifs de chauffage importants tout au long de la période médiévale. La version médiévale se composait d'une boîte ou d'un bol en métal, monté sur pied, parfois en terre cuite. Le récipient était assez grand pour contenir une quantité substantielle de charbon de bois, généralement 5 à 10 litres, mais néanmoins assez léger pour être transporté de pièce en pièce selon les besoins.
Certains braseros étaient richement décorés, avec des motifs ajourés permettant à la chaleur de rayonner, tout en créant des jeux de lumière. Parce que le charbon de bois brûle à des températures plus basses que le bois et produit une fumée minimale une fois correctement allumé, les braseros pouvaient être utilisés à l'intérieur sans cheminée. La production de chaleur était substantielle. Un brasero bien chargé pouvait chauffer une pièce de taille modérée à des températures confortables et brûler pendant des heures sans être rechargé. Les braseros offraient une flexibilité remarquable dans la stratégie de chauffage. Ils pouvaient chauffer des pièces qui n'avaient pas de cheminée du tout, garder des bouilloires chaudes dans des pièces sans installation de cuisson, ou fournir une chaleur supplémentaire les jours particulièrement froids. Les bassinoires relevaient un défi de chauffage différent, le problème spécifique des lits froids. Sous le règne de la reine Élisabeth Ier, au milieu et à la fin du XVIe siècle, les bassinoires en cuivre étaient lisse courantes dans les résidences importantes, bien que la technologie existât sous des formes plus simples depuis bien plus longtemps. Ces dispositifs se composaient d'une bassine métallique peu profonde, d'un diamètre typique de 20 à 30 cm, avec un long manche en bois s'étendant d'1 mètre ou plus. Peu avant le coucher, la bassinoire était remplie de charbons ardents, et la bassine était déplacée entre les draps pour les réchauffer. Le long manche permettait à la personne de se tenir à côté du lit, tout en faisant glisser la bassine d'avant en arrière, réchauffant le tissu sans risque de le brûler. Les versions antérieures de la technologie de chauffage de lit étaient plus simples mais tout aussi efficaces. Tout au long de la période médiévale, une pratique courante consistait à chauffer une pierre ou une brique au coin du feu jusqu'à ce qu'elle soit presque trop chaude pour être touchée, à l'envelopper dans des tissus et à la transporter rapidement au lit. La pierre enveloppée rayonnait de la chaleur pendant des heures, assez pour garder les pieds au chaud pendant les nuits les plus froides. Les couvre-feux servaient encore une autre fonction, préserver les braises pendant la nuit afin que les feux puissent être facilement ravivés le matin. Le nom dérive de l'ancien français « couvre-feu ». Le dispositif lui-même était un grand couvercle en forme de dôme avec une poignée et un trou percé au sommet. À la fin de la journée, lorsque le feu était laissé se consumer jusqu'aux braises, le couvre-feu était placé sur les braises restantes. Le trou au sommet et les côtés ventilés laissaient se passer juste assez d'oxygène pour que le feu couve sans brûler activement. Cet équilibre était crucial. Trop d'oxygène et le feu s'embrasait, consommant le combustible inutilement. Trop peu et il s'éteignait complètement. Le matin, le couvre-feu pouvait être retiré et les braises ravivées avec un soufflet et du combustible frais. En quelques minutes, un feu complet brûlait à nouveau. Cela économisait un effort énorme par rapport à l'allumage d'un feu, à partir de rien, avec un silex et un briquet, ce qui pouvait prendre 15 minutes ou plus d'efforts, soutenus dans de bonnes conditions. Certaines des solutions de chauffage les plus ingénieuses ont émergé de lieux inattendus, en particulier de la cuisine médiévale où les feux de cuisson brûlaient ardemment pendant des heures chaque jour. La pratique ingénieuse du partage de la chaleur de la cuisine à travers les murs illustre une compréhension sophistiquée de la thermodynamique et une utilisation efficace des ressources. Dans certains bâtiments médiévaux, en particulier ceux construits ou rénovés pendant le Haut et le Bas Moyen Âge, la cheminée du feu de cuisine était construite directement dans le mur séparant la cuisine d'une salle de cérémonie ou d'un espace de vie. Il ne s'agissait pas simplement d'un arrangement pour gagner de la place, mais plutôt d'une stratégie délibérée pour capter la chaleur rayonnante. Alors que la cheminée aspirait l'air chaud et les gaz de combustion vers le haut, la chaleur rayonnait à travers le mur de pierre, réchauffant la pièce adjacente. La pierre épaisse absorbait l'énergie thermique du conduit chaud, puis la re-rayonnait dans l'espace de l'autre côté. Un charmant exemple d'une salle carolingienne datant d'environ 900 de notre ère survit dans les archives historiques, décrivant comment le comte Robert pouvait s'asseoir le dos contre le mur de pierre, derrière lequel le dîner cuisait, profitant de la chaleur rayonnante. Cet arrangement offrait du confort au comte, sans nécessité de combustible supplémentaire. Le même feu qui préparait son repas réchauffait également son dos. Ce principe a évolué vers des formes plus raffinées à mesure que la sophistication architecturale augmentait. Certains bâtiments médiévaux présentaient des murs entre la zone d'alimentation du feu et le four ou le poêle lui-même. La cuisine occupait un côté du mur où les serviteurs entretenaient le feu, chargeaient le combustible et géraient la cuisson. De l'autre côté, le four avait été transformé en poêle, une masse creuse de faïence ou de pierre qui rayonnait de la chaleur dans la stube ou une autre pièce de vie. Cet agencement offrait d'énormes avantages. Le salon restait complètement exempt de fumée.
L'entretien du feu se faisait dans la cuisine, où la fumée et les cendres pouvaient être tolérées. Pourtant, la chaleur générée par la cuisson était capturée et utilisée pour le chauffage des locaux, améliorant considérablement l'efficacité énergétique. Au lieu de nécessiter des feux séparés pour la cuisson et le chauffage, un seul feu servait les deux fonctions. Cette approche à double usage du feu signifiait que le combustible coupé, transporté et stocké laborieusement servait à de multiples fins. Chaque bûche qui chauffait l'eau pour la cuisson réchauffait également l'espace de vie. Le gain d'efficacité était substantiel, peut-être une réduction de 30 à 50% des besoins en combustible par rapport au maintien de feux de cuisson et de chauffage séparés. Au-delà de ces arrangements architecturaux qui captaient la chaleur perdue, la cuisine médiévale fonctionnait également comme un espace de chauffage social à part entière. Le feu rugissant de la cuisine offrait du réconfort pendant les hivers froids et attirait naturellement les membres du ménage et les invités. Alors que les périodes ultérieures sépareraient les fonctions de la cuisine des espaces sociaux dans les maisonnées médiévales, la cuisine remplissait de multiples rôles. Les peuples médiévaux comprenaient également que prévenir la perte de chaleur était aussi important que de générer de la chaleur. Les diverses technologies développées pour sceller les bâtiments contre les courants d'air révèlent une appréciation sophistiquée des barrières thermiques et le principe que la rétention de chaleur nécessite de traiter chaque voie potentielle de fuite de la chaleur. Avant que le verre ne devienne courant et abordable à la fin du Moyen Âge, les couvre-fenêtres représentaient un défi crucial. Les fenêtres devaient laisser entrer la lumière, essentielle pour le travail à l'intérieur pendant la journée, tout en empêchant la pluie, la neige et le vent froid d'entrer. Les solutions médiévales comprenaient le tissu huilé, le papier, les volets et de fines feuilles de corne. Les volets intérieurs sont devenus des éléments standards dans les bâtiments médiévaux de toute l'Europe. Il ne s'agissait pas des volets extérieurs décoratifs courants aujourd'hui, mais de panneaux de bois substantiels qui s'ajustaient parfaitement aux ouvertures des fenêtres depuis l'intérieur. Une fois fermés, ils transformèrent les fenêtres d'ouverture en barrières solides. Une fois huilés, les volets devenaient plus résistants aux intempéries et durables. Des études modernes d'imagerie thermique ont confirmé ce que les constructeurs médiévaux comprenaient intuitivement. Des volets bien ajustés empêchent d'énormes quantités de pertes de chaleur par les fenêtres. Le verre, même le verre médiéval à simple vitrage, offre une isolation minimale. Un volet en bois fermé réduit considérablement la perte de chaleur, peut-être de 60 à 70% par rapport à une fenêtre ouverte. Les vestibules remplissaient une fonction de rétention de chaleur similaire, bien qu'ils concernaient les portes plutôt que les fenêtres. Un vestibule est simplement une pièce ou un espace positionné entre une porte extérieure et la première véritable pièce intérieure. Cet agencement crée un sas, qui réduit considérablement la perte de chaleur lorsque les portes sont ouvertes. Le principe est simple. Sans vestibule, ouvrir une porte extérieure permet à l'air froid de se précipiter directement dans l'intérieur, chauffé par convection et différence de pression. Avec un vestibule, ouvrir la porte extérieure ne refroidit que le petit espace tampon. Après être entré et avoir fermé la porte extérieure, la personne peut alors ouvrir la porte intérieure pour entrer dans l'intérieur chauffé. L'air froid qui est entré avec elle est contenu dans le vestibule plutôt que de pénétrer dans l'espace chauffé. Certains bâtiments médiévaux ont poussé le concept de vestibule plus loin, créant une série de portes et de petits espaces entre l'extérieur et l'intérieur. Chaque seuil offrait une autre occasion de dévier et de contenir l'air froid. Marcher de l'extérieur vers l'intérieur pouvait impliquer de passer par une porte extérieure dans un espace d'entrée, puis par une autre porte dans un couloir, puis par une dernière porte dans la salle chauffée. Chaque transition réduisait la pénétration du vent et du froid. Ce qui relie les volets de fenêtres et les sas de vestibule est une compréhension des barrières thermiques, le principe que la prévention de la perte de chaleur nécessite plus que de simples murs épais. Chaque ouverture représente une voie potentielle pour que la chaleur s'échappe et que le froid entre. Les constructeurs médiévaux ont relevé chacun de ces défis avec des technologies appropriées et l'effet cumulatif de ces mesures était substantiel, doublant ou triplant potentiellement l'efficacité du chauffage. La taille même et la conception des pièces médiévales jouaient des rôles cruciaux dans l'efficacité du chauffage, révélant comment l'architecture et la gestion thermique étaient intimement liées. Comprendre pourquoi les espaces médiévaux étaient proportionnés comme ils l'étaient nécessite d'apprécier les contraintes de chauffage qui ont façonné chaque décision de construction. Au début de la période médiévale, les habitations se composaient souvent de pièces uniques où tout le monde mangeait, travaillait et dormait ensemble.
Les maisons paysannes étaient petites, sombres et exiguës, des conditions en partie dictées par la pauvreté, mais aussi par l'efficacité thermique. Un petit espace nécessitait moins de combustible pour être chauffé qu'un grand. La relation n'est pas linéaire, mais cubique. Doubler les dimensions d'une pièce multiplie son volume par 8, nécessitant environ 8 fois plus d'énergie thermique pour maintenir la même température. Les peuples médiévaux ont appris ce principe par l'expérience. La construction en pierre a introduit une autre variable, la masse thermique. La pierre absorbe la chaleur pendant les périodes chaudes, la retient pendant de longues périodes et la libère progressivement, créant un effet de volant thermique qui modère les variations de température. Si un feu chauffe une pièce au mur de pierre pendant plusieurs heures, les pierres absorbent une partie de cette chaleur et continuent de la rayonner longtemps après que le feu se soit éteint. Cependant, la masse thermique a un double tranchant. Si des murs de pierre épais ne sont pas isolés, comme c'était généralement le cas dans la construction médiévale, ils s'équilibrent à une température plus proche de la température extérieure moyenne. Pendant les vagues de froid prolongées, les murs de pierre devenaient profondément froids, refroidissant activement les espaces intérieurs. Cela explique la pratique médiévale fréquente de couvrir les murs de pierre de tapisserie et de tentures, qui fournissaient une isolation désespérément nécessaire entre la pierre froide et les espaces de vie intérieurs. Les solars des châteaux, des chambres privées à l'étage pour la noblesse, illustrent à la fois les possibilités et les limites de la technologie de chauffage médiévale. Ces pièces étaient conçues spécifiquement pour être confortables. Elles disposaient de cheminées pour le chauffage, de fenêtres pour la lumière et l'air, et de murs tendus de riches tapisseries pour l'isolation et la décoration. Les solars étaient généralement situés aux étages supérieurs, où ils bénéficiaient de la chaleur montant d'en bas et où ils recevaient un maximum de lumière du jour. Ils représentaient le meilleur logement résidentiel que l'architecture médiévale pouvait offrir. Pourtant, des sources contemporaines mentionnent à plusieurs reprises que les pièces supérieures restaient absolument glaciales en hiver, malgré ces efforts. Ce froid persistant, même dans les pièces médiévales les mieux chauffées, aide à expliquer l'importance de toutes les autres stratégies de chauffage discutées. Les rideaux de lit qui créaient des espaces de couchage chaud, les vêtements de laine superposés qui fournissaient un chauffage personnel, la nourriture et les boissons chaudes qui réchauffèrent de l'intérieur. Les peuples médiévaux comprenaient qu'il était impossible d'atteindre une chaleur totale dans tout un bâtiment. Au lieu de cela, ils créaient des zones de chaleur, des lits chauds, des vêtements chauds, des boissons chaudes, des espaces de rassemblement chauds, au sein d'un environnement généralement frais ou froid. Toutes les connaissances médiévales en matière de chauffage n'ont pas complètement disparu. Alors que l'Europe occidentale a perdu la plupart des technologies de chauffage romaines après l'effondrement de l'Empire, l'Empire byzantin a préservé et adapté la culture des bains romains, maintenant des systèmes de chauffage central sophistiqués que l'Europe occidentale avait largement abandonnés. Les bains byzantins maintenaient l'organisation romaine traditionnelle, le frigidarium, salle froide, le tépidarium, salle tiède, et le caldarium, salle chaude, chacun remplissant des fonctions spécifiques dans la séquence du bain. Ces établissements ont continué à remplir des fonctions publiques en Méditerranée orientale pendant des siècles après que leurs homologues occidentaux soient tombés en ruine. Cependant, les bains byzantins étaient notablement plus petits et plus simples que leurs prédécesseurs romains, reflétant des ressources réduites et des priorités changées. Pendant les périodes byzantines moyennes et tardives, du IXe au XVe siècle, de petits bains publics ont continué à fonctionner dans les villes, les sites ruraux et les installations militaires. Des sources écrites et des preuves archéologiques confirment leur diffusion dans les territoires byzantins. Des fouilles archéologiques sur de multiples sites ont révélé des bâtiments de bains du IXe au XVe siècle, tous incorporant des systèmes de chauffage par hypocauste qui fonctionnaient sur les mêmes principes que les Romains avaient développés un millénaire plus tôt. La connaissance de la technologie de l'hypocauste s'est également répandue dans le monde islamique par l'influence byzantine, où elle a été adaptée pour les hammams, les bains publics islamiques qui sont devenus des institutions centrales dans les sociétés musulmanes. Les ingénieurs islamiques ont affiné la technologie, développant une utilisation plus efficace du combustible et une meilleure distribution de la chaleur. Dans la péninsule ibérique, où les cultures islamiques et chrétiennes se sont croisées pendant des siècles, une dérivation de l'hypocauste appelée gloria, en Castille, a continué d'être utilisée jusqu'à l'arrivée des systèmes de chauffage modernes au XIXe et XXe siècle. Ces systèmes chauffaient les sols, et parfois les murs des maisons et des monastères,
atteignant une efficacité comparable à celle des hypocaustes à accumulation de chaleur balte. Ce que la préservation byzantine et islamique de la technologie de l'hypocauste démontre, c'est que le développement technologique médiéval était très inégal, variant selon la région, les ressources et le soutien institutionnel. En Méditerranée orientale et dans le monde islamique, une culture urbaine continue et une stabilité institutionnelle ont permis la préservation des connaissances anciennes. En Europe occidentale, l'effondrement urbain et la rupture institutionnelle suite à la chute de Rome ont entraîné la perte de technologies sophistiquées. En regardant le paysage géographique et social de l'Europe médiévale, nous commençons à voir des schémas dans la façon dont les méthodes de chauffage variaient selon la région, la classe et la période. Ces variations n'étaient pas aléatoires, mais reflétèrent des réponses logiques à différents défis environnementaux, à la disponibilité des ressources, aux structures économiques et aux valeurs culturelles. Les variations géographiques étaient principalement façonnées par le climat et les ressources disponibles. La région de la Baltique, confrontée à des hivers longs et brutaux, a développé des hypocaustes à accumulation de chaleur, qui offraient une efficacité maximale. Lorsque l'acquisition de combustible exigeait un travail énorme et qu'un chauffage inadéquat signifiait la mort, investir dans des systèmes sophistiqués avait du sens. L'Allemagne et l'Autriche, avec des hivers un peu plus doux mais des besoins de chauffage toujours importants, sont devenus le cœur de la culture du Kachelhofen et de la Stube. La Scandinavie dépendait fortement des toits de tourbe, des foyers centraux et des approches architecturales maximisant l'isolation, car la grave pénurie de ressources, en particulier la pénurie de bois, rendait l'efficacité énergétique cruciale. L'Angleterre et la France, avec des climats plus doux et une meilleure disponibilité du bois, ont été les pionnières des cheminées murales, qui offraient de commodité et flexibilité architecturale. L'Irlande et l'Écosse, ayant épuisé leurs forêts, se sont tournées vers la tourbe récoltée dans d'abondantes tourbières. La classe sociale déterminait l'accès au chauffage, aussi profondément que la géographie. La noblesse jouissait de cheminées dans des chambres privées, pouvait se permettre des tapisseries pour l'isolation des murs, possédait des rideaux de lit élaborés et des bassinoires, et employait des serviteurs pour gérer les feux en continu. Ils avaient les ressources pour acheter du combustible plutôt que de le couper eux-mêmes, pouvaient engager des artisans pour construire des systèmes de chauffage sophistiqués, et pouvaient se permettre les caractéristiques architecturales qui rendèrent le chauffage sophistiqué pratique. Plus important encore, ils contrôlaient suffisamment de ressources pour que le coût du combustible ne soit pas un facteur limitant. Les paysans travaillaient avec ce qui était disponible et gratuit, des foyers centraux qui ne nécessitaient aucune construction spéciale, la chaleur animale du bétail qui servait à de multiples fins, des arrangements de couchage en commun qui maximisaient la chaleur corporelle partagée. Leurs maisons étaient petites parce que les petits espaces étaient plus faciles à chauffer. Leur méthode de chauffage était simple, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre des artisans ou des installations complexes. Les facteurs économiques ont façonné les choix de chauffage aussi puissamment que toute autre variable. Le coût du combustible déterminait la quantité de chauffage réalisable. Les coûts de construction limitaient les technologies qui pouvaient être mises en œuvre. Les coûts d'entretien comptaient aussi. Les poêles en faïence nécessitaient une reconstruction périodique par des artisans qualifiés, tandis que les foyers centraux ne nécessitaient qu'un remplacement occasionnel des pierres. En examinant cette trame complexe de méthodes de chauffage, nous arrivons à une conclusion surprenante qui remet en question nos hypothèses fondamentales sur le progrès technologique. Le chauffage médiéval n'était pas uniformément primitif, et dans certains cas, il a atteint des niveaux d'efficacité qui égalent ou dépassent de nombreux systèmes modernes. Considérez les chiffres, qui méritent d'être répétés car ils sont si remarquables. Les hypocaustes à accumulation de chaleur atteignaient une efficacité thermique exceptionnelle qui approchait les normes de chauffage modernes. Le Kachelhofen fonctionnait avec une efficacité de conversion d'énergie de 80 à 90%. Les meilleurs systèmes de chauffage médiévaux atteignaient des performances comparables à celles des équipements fabriqués au XXIe siècle. Cet arbre unique chauffant 60 mètres carrés pendant une année entière contraste fortement avec l'énorme consommation de combustible de nombreuses approches modernes. Qu'est-ce qui a été perdu et pourquoi? Le déclin de la sophistication du chauffage médiéval représente une histoire complexe de priorités changeantes et de mutations économiques. Au cours des XVe et XVIe siècles, les hypocaustes à accumulation de chaleur
ont été progressivement remplacés par des poêles en faïence dans une grande partie de leur ancienne ère de répartition. Les poêles en faïence n'étaient pas nécessairement plus efficaces, mais ils offraient une plus grande commodité. Un hypocauste devait être conçu dans un bâtiment dès les fondations. Un poêle en faïence pouvait être ajouté à un bâtiment existant en quelques semaines. La révolution industrielle a accéléré cette perte de connaissances de manière spectaculaire. Lorsque le charbon est devenu bon marché et abondant au XIXe siècle, l'efficacité thermique importait moins que la commodité et le coût. Le charbon était si dense en énergie et si peu coûteux que le brûler de manière gaspilleuse restait moins cher que d'investir dans des systèmes de chauffage très efficaces. À mesure que les combustibles fossiles sont devenus la source d'énergie dominante, les calculs d'efficacité minutieux qui avaient motivé l'innovation en matière de chauffage médiéval sont devenus sans objet. Les connaissances spécialisées d'artisans comme les Hafnermeister sont devenues obsolètes à mesure que les radiateurs en métal et les chaudières à mazout remplaçaient les méthodes de chauffage traditionnelles. La compréhension de la masse thermique s'est estompée des connaissances pratiques de la construction. L'appréciation médiévale de la superposition et des microclimats représente également un savoir perdu que nous ne faisons que commencer à retrouver. Pourtant, nous commençons à redécouvrir une partie de ce qui a été perdu, poussé par les mêmes facteurs qui ont motivé l'innovation médiévale, les coûts de l'énergie et les préoccupations environnementales. Le chauffage par le sol, de plus en plus populaire dans la construction moderne, fonctionne sur les mêmes principes que les anciens hypocaustes. La masse thermique figure en bonne place dans la conception des maisons passives et des bâtiments écologiques. Le chauffage localisé fait écho au principe médiéval de réchauffer les gens plutôt que les espaces. L'efficacité énergétique est redevenue une priorité à mesure que les coûts du combustible augmentent et que les préoccupations climatiques s'intensifient. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration des 20 méthodes de chauffage oubliées de l'Europe médiévale, plusieurs thèmes émergent qui relient ces diverses technologies et révèlent des vérités plus larges sur la vie médiévale et le progrès historique. Nous avons voyagé de la région de la Baltique, où des hypocaustes souterrains chauffaient de vastes salles avec une efficacité stupéfiante, aux chaumières irlandaises, où les feux de tourbe couvaient durant les nuits d'hiver. Nous avons examiné les poêles en faïence allemands qui pouvaient chauffer des maisons pendant une année entière avec le bois d'un seul arbre, et les stratégies paysannes de partage de la chaleur corporelle avec le bétail. Nous avons exploré les chauffoirs des monastères où les moines équilibraient la discipline spirituelle avec la nécessité physique, et les lits clos qui créaient des microclimats chauds au sein de pièces froides. Chacune de ces 20 méthodes reflétait des variations régionales de climat et de ressources, les hivers rigoureux de la Baltique produisant des hypocaustes sophistiqués, les forêts allemandes soutenant la technologie des poêles en faïence. Les différences de classe sociale déterminaient l'accès et les priorités. La noblesse jouissant de cheminées privées, les paysans tirant parti de la chaleur animale. Le spectre de l'efficacité allait de systèmes remarquablement sophistiqués, rivalisant avec les équipements modernes, à des foyers ouverts inefficaces, mais simples, qui maintenaient néanmoins les gens en vie pendant les hivers rigoureux. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, ce qui frappe le plus est la manière dont l'efficacité médiévale remet en question nos hypothèses sur le progrès. Nous avons tendance à imaginer l'histoire comme une marche constante vers l'amélioration, chaque génération s'appuyant sur la précédente, la technologie progressant toujours. Pourtant, nous trouvons ici des systèmes de chauffage d'il y a 6 siècles qui égalaient ou dépassaient l'efficacité des équipements fabriqués dans les années 1960 et 70. Nous découvrons des techniques d'isolation de la construction médiévale qui n'ont été égalées qu'en 1995. Nous apprenons que les peuples médiévaux ont résolu des problèmes avec une ingéniosité que la technologie moderne a mis des décennies à redécouvrir. La crise énergétique actuelle rend les anciennes méthodes nouvellement pertinentes. Alors que les coûts du combustible augmentent et que les préoccupations environnementales s'intensifient, l'accent médiéval sur l'efficacité plutôt que sur la commodité résonne puissamment. Pourquoi les peuples médiévaux ont-ils atteint une efficacité si remarquable? Parce que le combustible était cher en termes de travail. Chaque bûche représentait des heures de travail pour l'abattre, la transformer, la transporter et la stocker. Parce que le froid hivernal était mortellement sérieux, plutôt que simplement inconfortable. Parce que les ressources étaient limitées et l'innovation nécessaire. Ces contraintes ont conduit à des solutions sophistiquées. Maintenant,
Alors que nous sommes confrontés au changement climatique et aux ressources limitées en combustibles fossiles, nous faisons face à des pressions analogues. Les stratégies de chauffage médiévales offrent plus qu'une curiosité historique. Elles fournissent des principes éprouvés que la technologie moderne peut adapter et améliorer. Le chauffage par le sol ressuscite directement l'ancien principe de l'hypocauste, de chauffer par le bas, en utilisant la masse thermique. La masse thermique dans la construction écologique applique la compréhension médiévale, selon laquelle les matériaux lourds modèrent la température et stockent l'énergie. Le chauffage localisé fait écho à la sagesse des lits clos et de la stube, concentrant la chaleur là où les gens se trouvent réellement, plutôt que de chauffer des espaces vides. L'adaptation régionale remet en question la standardisation universelle, reconnaissant que différents climats et ressources exigent différentes solutions. L'histoire du chauffage médiéval révèle que le progrès n'est ni inévitable ni linéaire. La technologie n'avance pas seulement, elle régresse aussi, avec des connaissances précieuses parfois perdues pendant des siècles. Les peuples médiévaux n'étaient pas primitifs ou impuissants, ils étaient des solutionneurs de problèmes sophistiqués qui ont développé des solutions efficaces dans leurs contraintes. Certaines de leurs méthodes ont surpassé ce qui est venu plus tard, nous rappelant que plus récent ne signifie pas automatiquement meilleur. Alors que nous faisons face à nos propres défis de changement climatique et de durabilité énergétique, les technologies oubliées du chauffage médiéval offrent plus qu'une curiosité historique. Elles fournissent des principes éprouvés. La masse thermique stocke l'énergie. Une isolation soignée prévient les pertes. Le chauffage localisé l'emporte sur le chauffage universel. L'efficacité exige une attention aux détails. Les solutions régionales surpassent les normes universelles. Elles démontrent que le confort est réalisable sans combustible fossile, qu'un chauffage efficace est possible avec des ressources renouvelables, que l'ingéniosité peut surmonter les contraintes de ressources. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des 20 méthodes de chauffage oubliées de l'Europe médiévale. J'espère que ce voyage vous a permis d'apprécier davantage l'ingéniosité médiévale et a remis en question les hypothèses sur le progrès technologique. Les hommes et les femmes du Moyen Âge, confrontés aux défis les plus rudes de l'hiver avec des ressources limitées et une technologie pré-industrielle, ont développé des solutions qui étaient souvent remarquablement efficaces. Certaines étaient si avancées que leur abandon représente une véritable perte plutôt qu'un progrès. Leur technologie de chauffage, affinée par des siècles d'expérience, offre des leçons que nous ne faisons que commencer à réapprendre, que l'efficacité compte plus que l'abondance, que travailler avec les principes naturels vaut mieux que de lutter contre eux, que les limites peuvent stimuler l'innovation plutôt que de l'empêcher. Si vous avez apprécié cette exploration de la technologie médiévale et souhaitez voir plus de contenu examinant les innovations oubliées et remettant en question les hypothèses historiques, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres passionnés d'histoire médiévale. Abonnez-vous pour plus d'immersion dans la vie médiévale, où nous continuerons à découvrir les réalités complexes derrière les récits simplifiés. Vos pensées, expériences et questions sont toujours les bienvenues dans les commentaires. Au plaisir d'explorer d'autres mystères médiévaux avec vous.